Il existe un moment dans la vie d'un être humain où quelque chose change dans la manière de regarder le monde. Ce moment ne ressemble pas à une révélation spectaculaire. Il n'y a ni événement extraordinaire, ni illumination soudaine qui transforme tout du jour au lendemain. Au contraire, cela commence souvent de manière presque imperceptible. Un jour, au milieu d'une conversation ordinaire, quelque chose sonne faux. Les mots sont les mêmes, les rires aussi, mais une distance apparaît. Comme si l'on observait la scène depuis un endroit plus calme à l'intérieur de soi. Les échanges semblent répétitifs, les réactions prévisibles, les rôles bien installés. Et soudain, une question silencieuse surgit. Est-ce vraiment moi qui parle, ou seulement l'image que j'ai appris à montrer? Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, cette interrogation marque souvent le début d'un processus profond, celui de la prise de conscience des structures invisibles qui façonnent notre identité sociale. Pendant des années, parfois toute une vie, nous apprenons à devenir quelqu'un aux yeux des autres. Nous développons une manière de parler, de penser, d'agir qui correspond aux attentes de notre environnement. Cette adaptation est naturelle. Elle nous permet de vivre en société, de trouver notre place, d'être acceptés. Mais à mesure que la conscience s'élargit, une tension apparaît. Une partie de nous commence à percevoir que cette identité visible n'est qu'une surface. Derrière elle se trouvent d'autres couches, des désirs inexprimés, des émotions retenues, des pensées que l'on n'ose pas partager, des intuitions plus profondes que l'on a longtemps ignorées. Ce moment peut être déroutant, car voir plus clairement signifie aussi reconnaître combien de choses ont été construites pour être approuvées. Combien de décisions ont été influencées par la peur du rejet? Combien de relations ont été entretenues par habitude plutôt que par véritable connexion? Mais cette prise de conscience n'est pas une crise à fuir. Elle est une invitation à regarder honnêtement la structure de sa propre vie, à comprendre comment les masques se forment, pourquoi certaines relations nous attirent, pourquoi certaines situations se répètent. Ce n'est pas un chemin de rupture brutale avec le monde, c'est un chemin de lucidité progressive. Un chemin où l'on découvre que l'authenticité ne consiste pas à rejeter les autres, mais à cesser de se perdre dans l'image que l'on croit devoir maintenir. Et lorsque cette exploration commence, quelque chose de profondément humain se met en mouvement. La recherche d'une cohérence intérieure. Non pas devenir parfait, mais devenir réel. Ce voyage intérieur, parfois calme, parfois inconfortable, transforme peu à peu la manière dont nous voyons les relations, la solitude, le silence, et même la liberté. Et ce que l'on découvre sur ce chemin peut changer entièrement notre manière d'exister parmi les autres. Et pour comprendre pourquoi cette quête de cohérence intérieure bouleverse autant notre manière de vivre parmi les autres, il faut d'abord regarder le premier mécanisme psychique qui structure presque toute notre vie sociale. Le masque que nous apprenons à porter. Partie 1, la persona. Le masque nécessaire, puis la prison. Il y a une vérité que peu de gens osent regarder en face. Nous ne rencontrons presque jamais les autres tels qu'ils sont. Nous rencontrons leur visage ajusté, leur voix calibrée, leurs gestes choisis. Et ils rencontrent les nôtres. Dans la psychologie de Carl Gustav Jung, la persona désigne précisément ce visage social. Ce n'est pas un mensonge au départ, ce n'est pas une trahison. C'est une fonction, une interface, un pont entre le monde intérieur et la réalité collective. L'enfant apprend très tôt à modeler cette surface. Il comprend intuitivement que certains comportements attirent l'approbation et que d'autres provoquent le rejet. Alors il ajuste, il polit, il retient certaines émotions, il amplifie certaines qualités, il devient présentable. Et cela fonctionne.
Grâce à cette adaptation, il trouve sa place. Il évite l'exclusion, il s'intègre. La persona devient un outil de survie psychique. Elle permet d'appartenir à un groupe, à une famille, à une culture. Le problème ne commence pas avec le masque. Il commence lorsque le masque devient le seul visage reconnu. Quand, à force de répétition, l'image prend toute la place. Quand l'individu cesse de distinguer ce qu'il montre de ce qu'il est, il ne joue plus un rôle. Il croit être ce rôle. Alors quelque chose se rigidifie. Les choix ne sont plus guidés par un mouvement intérieur, mais par l'effet attendu. Les paroles sont filtrées avant même d'être ressenties. Les opinions sont ajustées à l'atmosphère dominante. L'être devient stratégique sans même s'en rendre compte. L'approbation devient un besoin silencieux. Un regard favorable donne une sensation d'existence. Une critique déclenche un trouble disproportionné. L'image doit être protégée, entretenue, alimentée. Comme si la survie dépendait de ce miroir social, peu à peu, les relations se transforment. Elles ne sont plus des espaces d'exploration mutuelle, mais des structures d'équilibre fragiles. Chacun confirme inconsciemment le personnage de l'autre. Tu es le fort. Je serai le compréhensif. Tu es le leader. Je serai celui qui soutient. Tu es la victime. Je serai le sauveur. Un échange invisible se met en place, une validation croisée, un pacte silencieux. Je ne dérange pas ton illusion, tu ne déranges pas la mienne. Et tout le monde appelle cela stabilité. Mais sous cette stabilité se cache une tension permanente. Car maintenir une image exige une vigilance constante. Il faut surveiller ses réactions, contrôler ses élans, supprimer certaines vérités trop brutes, lisser ce qui dépasse. L'énergie investie dans la cohérence du personnage devient immense. Ce qui est troublant, c'est que la majorité des individus ne ressentent pas immédiatement cette prison. Au contraire, ils la vivent comme une réussite. Être reconnu, admiré, intégré, voilà ce que l'on recherche. Pourtant, plus l'identification à la persona est forte, plus la distance avec le noyau intérieur s'élargit. Et cette distance produit une fatigue subtile. Une sensation diffuse de ne pas être totalement là. Comme si quelque chose d'essentiel était resté en arrière-plan. Comme si une partie plus authentique attendait dans l'ombre, observant silencieusement la scène. La persona était un outil. Elle devient une armure. Et l'armure, à force d'être portée sans pause, finit par empêcher de respirer. Et lorsque quelqu'un commence à percevoir ce masque pour ce qu'il est réellement, un changement presque invisible se produit. Il ne cherche plus à se révolter contre le monde. Il commence simplement à se retirer intérieurement. Partie 2. Le retrait silencieux. Quand l'individuation commence, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Aucune dispute, aucune rupture spectaculaire, aucune déclaration solennelle. Extérieurement, tout continue. Il est toujours là, assis à la même table, présent aux mêmes réunions, entouré des mêmes visages. Et pourtant, quelque chose a cessé. Ce n'est pas un refus bruyant, ce n'est pas une opposition, c'est un glissement intérieur. Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, ce mouvement porte un nom, l'individuation. Non pas devenir différent pour se distinguer, mais devenir entier en cessant de se fragmenter. L'individuation commence lorsque l'on ne peut plus trahir son ressenti sans le sentir immédiatement. Comme une brûlure légère, une dissonance subtile. Avant, il s'adaptait mécaniquement. Il anticipait les attentes, il ajustait le ton, il corrigeait l'intensité de ses mots. Cela se faisait sans effort conscient. Aujourd'hui, chaque ajustement sonne faux.
Alors, il ralentit. Quand une blague ne l'atteint pas, il ne force plus le rire. Quand une opinion ne résonne pas, il ne hoche plus la tête par politesse. Quand une conversation glisse vers la superficialité, il ne se précipite plus pour combler le vide. Il ne cherche pas à provoquer le silence. Il accepte simplement qu'il soit là. Et c'est précisément ce silence qui devient dérangeant. Car le silence expose. Il agit comme un miroir. Il renvoie à chacun l'écho de son propre rôle. Lorsque quelqu'un cesse de jouer, la scène devient instable. Les répliques attendues ne viennent plus. Le rythme habituel se brise. Les autres ne savent pas immédiatement ce qui a changé. Ils sentent seulement une absence d'approbation automatique, une absence de validation implicite. Ce qui était fluide devient hésitant. On lui demande s'il va bien. La question semble bienveillante, mais derrière elle se cache une inquiétude plus profonde. Pourquoi ne réagis-tu plus comme avant ? Ce n'est pas sa tristesse qui trouble, c'était son imprévisibilité. Autrefois, son comportement était lisible. On savait comment il allait répondre, rire, acquiescer. Il était intégré dans un système d'attente réciproque. Aujourd'hui, il répond depuis un espace moins conditionné. Et cela rend les interactions moins contrôlables. Certains interprètent ce retrait comme une forme de supériorité, d'autres comme une fragilité. Quelques-uns y voient une crise. Peu imaginent qu'il s'agit d'un réalignement. Car lorsqu'une personne cesse d'être gouvernée par le regard extérieur, elle devient plus difficile à manipuler inconsciemment. Elle n'entre plus automatiquement dans les dynamiques de séduction, de compétition subtile, de comparaison silencieuse. Elle observe davantage. Elle parle moins, non par mépris, mais parce qu'elle n'a plus besoin de combler l'espace pour exister. Ce changement semble minime. Pourtant, il modifie profondément la structure relationnelle. Les rôles ne s'emboîtent plus parfaitement. Les jeux implicites perdent en efficacité. La mécanique sociale rencontre une résistance invisible. Et lui, dans tout cela, ne cherche rien. Il ne cherche ni solitude, ni confrontation. Il cherche seulement une cohérence intérieure. Une continuité entre ce qu'il ressent et ce qu'il exprime. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est un recentrage. Un mouvement presque imperceptible vers l'intérieur, où la voix devient plus lente, plus dense, moins influencée. Et à mesure que ce centre se consolide, le bruit autour perd progressivement son pouvoir. Mais lorsque l'on cesse progressivement de jouer les rôles attendus, un espace s'ouvre, un espace silencieux où l'on ne rencontre plus seulement le monde extérieur, mais aussi les parties oubliées de soi-même. Partie 3. La solitude comme traversée de l'ombre. Il arrive un moment où le bruit ne suffit plus. Les invitations, les conversations, les écrans lumineux, les échanges rapides, tout cela continue d'exister mais ne comble plus rien. Lorsque la persona se fissure et que l'ajustement permanent cesse, un espace s'ouvre. Un espace que beaucoup redoutent. Le silence. Pas le silence extérieur seulement. Le silence intérieur. Dans cet espace, les distractions sociales perdent leur fonction anesthésiante. Il n'y a plus ce flux constant qui empêche de sentir. Plus de rires forcés pour masquer un malaise. Plus d'horaires saturés pour éviter de penser. Il ne reste plus que soi. Et c'est précisément là que commence la véritable épreuve. Dans la psychologie de Carl Gustav Jung, l'ombre représente tout ce que nous avons appris à refuser en nous-mêmes. Non parce que ces éléments étaient mauvais en soi, mais parce qu'ils étaient incompatibles avec l'image que nous voulions maintenir. Les colères jugées inacceptables, les envies considérées comme égoïstes, les jalousies honteuses, les peurs anciennes,
Les blessures d'enfance jamais digérées. Tant que la persona dominait, ces fragments restaient contenus derrière le masque. L'énergie investie dans la représentation empêchait leur remontée. Mais lorsque le masque se dessert, l'ombre respire. Elle ne surgit pas comme un monstre. Elle se manifeste plus subtilement, par une irritabilité soudaine, par une tristesse inexpliquée, par des souvenirs qui remontent sans prévenir, par une fatigue étrange. Beaucoup, à ce stade, cherchent à revenir en arrière. Ils réinvestissent la vie sociale, ils remplissent l'agenda, ils rallument le bruit, car rester face à ces contenus bruts demande du courage. Regarder sa propre colère sans la projeter sur autrui. Reconnaître ses désirs sans les justifier. Admettre sa vulnérabilité sans la déguiser. La solitude devient alors une traversée. Une descente dans des territoires longtemps évités. Il découvre qu'il n'était pas seulement celui qu'il montrait, il était aussi celui qu'il cachait. Et parfois, ce second visage est plus intense, plus vivant, plus vrai. Il rencontre ses contradictions. Il perçoit les endroits où il a menti à lui-même, les choix faits pour être acceptés, les renoncements silencieux accumulés au fil des années. Ce face-à-face peut sembler inconfortable. Pourtant, au cœur de cette confrontation, quelque chose se stabilise. Car l'ombre intégrée cesse de réclamer de l'attention à travers des comportements inconscients. Elle cesse de manipuler en secret. Peu à peu, une sensation inattendue apparaît. La solitude n'est plus un manque. Elle devient une densité, un espace habité par une présence plus cohérente. Une présence qui ne dépend ni d'un regard extérieur ni d'un rôle à jouer. Il commence à ressentir une forme d'unité. Non pas une perfection, mais une complétude plus honnête. Ce n'était pas l'absence des autres qui le fragilisait. C'était l'éloignement d'avec lui-même. En réintégrant ses parts exilées, il cesse de chercher dans la foule une confirmation de son existence. Il n'a plus besoin que le monde lui renvoie une image flatteuse pour se sentir réel. La foule continue de parler. Les dynamiques sociales poursuivent leur mouvement, mais leur pouvoir diminue. Car celui qui a traversé son ombre ne cherche plus à fuir son propre silence. Et lorsque cette rencontre intérieure commence à transformer notre regard sur nous-mêmes, elle transforme aussi inévitablement la manière dont certains liens autour de nous continuent ou cessent d'exister. Partie 4. La dissolution des liens illusoires. Il n'y a pas d'explosion, pas de scène dramatique, pas d'accusation, pas de porte qui claque. Les liens ne se brisent pas. Ils s'amenuisent, comme une corde qui perd progressivement sa tension. Ce qui semblait solide commence à paraître fragile, non parce qu'il y a eu mensonge conscient, mais parce que la structure invisible qui soutenait la relation n'est plus alimentée. Il découvre alors une vérité dérangeante. Toutes les relations ne reposent pas sur la profondeur. Certaines reposent sur l'équilibre des manques. Deux solitudes qui se rassurent, deux peurs qui se confirment, deux blessures qui s'évitent mutuellement. Il observe que certaines conversations revenaient toujours au même thème. Les mêmes plaintes répétées, les mêmes frustrations partagées, les mêmes critiques du monde extérieur. Une complicité s'était construite là-dessus. Se plaindre ensemble créait une forme d'intimité. Craindre ensemble donnait un sentiment d'unité. Éviter ensemble les questions essentielles protégeait chacun. Mais lorsque l'un cesse d'alimenter la plainte, le terrain commun disparaît. Lorsque l'un n'a plus besoin de validation constante, le système s'effondre silencieusement. Il ne critique pas ces dynamiques. Il les voit simplement avec plus de clarté. Il comprend que ces liens ont eu leur fonction. Ils ont soutenu une étape de sa vie. Ils ont offert une appartenance. Mais ils ne correspondent plus à son mouvement intérieur. Alors la distance s'installe.
Les messages se font plus rares, les invitations diminuent, les échanges deviennent superficiels, presque mécaniques. Il n'y a ni colère ni reproche, seulement une évidence. La fréquence n'est plus la même. Ce que certains interprètent comme un éloignement volontaire est en réalité un réalignement. Ils ne cherchent pas à couper. Il refuse simplement de revenir à une version réduite de lui-même pour préserver une dynamique devenue étroite. Car maintenir certains liens exigerait de redevenir celui qu'il n'est plus. Rire à des choses qui ne le touchent plus. Valider des choix qu'il ne comprend plus. Participer à des conversations qui contournent toujours l'essentiel. Il ne s'en sent plus capable, et c'est là que naît un vide. Un espace étrange, presque inconfortable. Moins de voix autour, moins de distractions, moins de familiarité. Mais ce vide n'est pas une perte pure. Il est un dégagement. Les relations fondées sur la dépendance subtile s'éloignent. Les rôles complémentaires, sauveur, victime, conseiller, protecteur, cessent de fonctionner automatiquement. Les projections mutuelles perdent leur support. Ils découvrent alors à quel point beaucoup de liens étaient en réalité des accords inconscients. Reste comme je te connais, et je resterai comme tu me connais. Lorsque l'un évolue, l'accord devient caduc. Cela ne signifie pas que l'autre est moins éveillé ou moins profond. Cela signifie simplement que les trajectoires divergent. Dans cet espace dégagé peut émerger quelque chose de plus rare. Une rencontre qui ne repose pas sur le besoin. Une présence qui ne cherche pas à corriger, rassurer ou posséder. Un échange où aucun des deux ne diminue son intensité pour préserver le confort de l'autre. Deux individus entiers, non fusionnés, non dépendants, non masqués. Ces rencontres ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas bruyantes. Elles ne s'imposent pas. Elles se reconnaissent presque instinctivement. Il n'y a pas d'effort pour impressionner, pas de stratégie pour séduire, pas de peur d'être mal compris. Il y a simplement une reconnaissance silencieuse. Et dans cette reconnaissance, il perçoit quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu auparavant. Une relation où l'on n'a pas besoin de jouer pour rester. Car à mesure que ces relations fondées sur les anciens rôles s'effacent, un paradoxe commence à apparaître. Plus la conscience devient claire, plus la vie extérieure semble se simplifier et parfois se vider. Partie 5. Le paradoxe de l'éveil. Il pensait que la clarté rapprocherait. Il pensait qu'en devenant plus vrai, plus aligné, plus cohérent, il attirerait naturellement des relations plus profondes, plus conscientes, plus stables. Mais ce qu'il découvre est plus subtil. Plus sa vision intérieure s'affine, plus le cercle autour de lui se réduit. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité mystique, c'est une conséquence structurelle. La lucidité agit comme une lumière dans une pièce obscure. Elle ne crée pas le désordre, elle le rend visible. Et lorsque quelqu'un commence à voir clairement les mécanismes inconscients, il ne peut plus participer au jeu de la même manière. Il perçoit les micro-compétitions dans les conversations, les luttes discrètes pour obtenir validation, les alliances tacites construites sur la peur d'être exclu, les silences stratégiques, les compliments intéressés. Ce qu'il acceptait autrefois comme normal apparaît désormais comme un système d'échange psychique. La plupart des dynamiques humaines sont traversées par des projections. Ce que l'on admire chez l'autre, ce que l'on critique, ce que l'on envie, tout cela révèle souvent des contenus intérieurs non reconnus. Lorsqu'il devient plus conscient de ces mécanismes, il cesse inconsciemment d'y répondre. Il ne nourrit plus certaines tensions, il ne renforce plus certains jeux de pouvoir. Il ne valide plus certaines illusions collectives. Et cela déstabilise. Car un système relationnel fonctionne tant que chaque participant occupe la place attendue. Dès qu'un élément cesse d'adhérer à la logique implicite, l'ensemble vacille.
Certains s'éloignent sans confrontation, d'autres ressentent une irritation diffuse. Quelques-uns tentent de le ramener comme avant. On lui reproche son silence. On lui reproche sa distance. On lui reproche son intensité. En réalité, on lui reproche son autonomie. Il comprend alors quelque chose d'essentiel. Être lucide ne signifie pas être supérieur. Cela signifie simplement être moins endormi face aux dynamiques inconscientes. Mais cette vigilance a un prix. Moins de légèreté superficielle. Moins d'enthousiasme partagé pour des distractions vides. Moins de tolérance pour les conversations qui évitent systématiquement l'essentiel. Plus il s'installe dans cette clarté, plus il ressent une paix intérieure stable. Une paix qui ne dépend plus du nombre de messages reçus, du nombre d'invitations, du regard approbateur. Et paradoxalement, cette paix est souvent interprétée comme de l'indifférence, car beaucoup associent la connexion à l'intensité émotionnelle visible, à la démonstration, à la validation explicite. Lui devient plus sobre, plus posé, moins réactif. Il ne ressent plus le besoin d'être compris à tout prix. Avant, lorsqu'il était mal interprété, il expliquait, il argumentait, il corrigeait. Il voulait rétablir l'image correcte de lui-même dans l'esprit des autres. Aujourd'hui, il observe. Il comprend que vouloir absolument être compris est une autre forme de dépendance au regard. La liberté ne consiste pas à recevoir l'approbation, elle consiste à ne plus en avoir besoin pour se sentir légitime. Il cesse donc de convaincre, non par arrogance, non par détachement froid, mais parce qu'il sait que certaines compréhensions ne peuvent être transmises par des mots. Elles naissent d'une expérience intérieure. Il accepte que certains le voient comme distant, que d'autres le jugent fermé, que quelques-uns le considèrent changé. Ils ont raison. Il a changé. Non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en cessant d'être façonné par l'attente collective. Et dans ce paradoxe, moins entouré mais plus stôle, moins validé mais plus libre, il découvre une maturité silencieuse, la capacité d'exister sans chercher constamment un reflet. Et c'est précisément dans ce paradoxe, entre solitude apparente et paix intérieure, que se révèle le véritable sens de ce chemin vers l'authenticité. Il existe une idée profondément enracinée dans notre culture, celle que la réussite d'une vie se mesure au nombre de personnes qui nous entourent, à la reconnaissance que nous recevons, à la place que nous occupons dans le regard collectif. Mais au fil du chemin intérieur, cette définition commence à se transformer. Car lorsque quelqu'un apprend à se connaître au-delà de ses rôles, au-delà de ses masques, il découvre une forme de richesse que le regard extérieur ne peut ni donner ni retirer. Une stabilité intérieure. Ce n'est pas une perfection, ce n'est pas une supériorité, c'est simplement une cohérence. La capacité d'habiter sa propre présence sans avoir constamment besoin de l'approbation du monde pour se sentir réel. Beaucoup craignent ce moment où l'on cesse de jouer les rôles habituels. Ils pensent que l'authenticité conduit forcément à l'isolement, à la distance, à la perte. Mais ce que l'expérience montre souvent est plus nuancé. Oui, certaines relations se transforment. Oui, certaines dynamiques disparaissent. Oui, certaines incompréhensions apparaissent. Mais en échange, quelque chose de précieux émerge. Une relation plus honnête avec soi-même. Une capacité à apprécier le silence sans le fuir. Une sensibilité plus fine aux rencontres qui sont réellement alignées. Et surtout, une liberté nouvelle. La liberté de parler lorsque les mots sont vrais. La liberté de se taire lorsque le silence est plus juste. La liberté d'exister sans ajuster constamment son identité pour correspondre à l'attente collective. Dans l'œuvre de Carl Gustav Jung, ce chemin est souvent décrit comme celui de l'individuation. Le processus par lequel un être humain cesse progressivement d'être uniquement
ce que le monde attend de lui pour devenir ce qu'il est profondément. Ce chemin n'est pas toujours confortable, mais il possède une qualité rare. Il est réel. Et si, en écoutant ces mots, une partie de vous reconnaît cette expérience, cette sensation de voir les choses différemment, de ressentir un appel vers plus de vérité intérieure, alors peut-être que votre propre transformation est déjà en marche. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Il n'est pas nécessaire de tout bouleverser. Parfois, le changement commence simplement par une décision silencieuse, celle de ne plus trahir ce que l'on ressent profondément. Car au bout du compte, vivre sans masque n'est pas une rupture avec le monde. C'est une réconciliation avec soi-même. Et lorsqu'un être humain retrouve cette intégrité intérieure, même au milieu d'un monde rempli de rôles et d'illusions, il marche avec quelque chose que rien ne peut réellement lui enlever, sa liberté.